Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Hélène Lejeune, présidente de l'Union professionnelle des diététiciens de la langue française depuis 2018 et diététicienne spécialisée dans l'alimentation de la personne âgée. Elle coordonne depuis de nombreuses années la spécialisation en gériatrie pour les diététiciens. On va tout de suite commencer avec la première question. Comment vous êtes-vous passionné pour la nutrition de la personne âgée? Alors, en fait, quand je travaillais à Liège au CHC, puisque j'y ai travaillé quand même pendant 10 ans, le projet de dépistage de la dénutrition mis sur pied par le SPF Santé publique a été proposé aux hôpitaux. Donc, en fait, on proposait un financement à partir du moment où on dépistait de la dénutrition dans l'hôpital et on pouvait en fait commencer le dépistage dans l'unité de soins que l'on voulait. Et là où moi, je travaillais en tant que responsable diététique, puisque j'étais responsable diététique pour les 6 hôpitaux et les 8 maisons de repos, il a été décidé de cibler en première intention les unités gériatriques. Et donc, des diététiciennes ont été engagées pour réaliser le dépistage et encoder les informations des patients pour alimenter les statistiques du SPF Santé publique. Et puis, bon, c'était très bien d'avoir dépisté, mais derrière, il fallait mettre en place une prise en soin optimale pour les patients qui avaient été dépistés à risque ou dénutris sévères. Et en fait, le CHC comptait donc, outre les 6 hôpitaux du groupe, 8 maisons de repos. Et petit à petit, on m'a aussi confié la mission d'aller voir ce qui se passait en termes de prise en soins nutritionnels dans ces maisons de repos. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été aussi invitée à participer à la coécriture, notamment avec 2 diététiciennes françaises, d'un ouvrage intitulé Alimentation et Alzheimer, s'adapter au quotidien. Et puis, en 2011, j'ai été désignée en tant que diététicienne formée à la gériatrie, disons, formée sur le terrain, mais voilà, pour coordonner le plan Wallon Nutrition Santé Bien-être des aînés en collaboration avec la région Wallonne, qui est maintenant la VIC. Et donc finalement, ça m'a poussée à améliorer tout le temps mes compétences en matière de prise en soins nutritionnels de la personne âgée dans tous ces lieux de vie, alors qu'à la base, j'avais fait moi très très peu de gériatrie au cours de mes études. Et donc ça m'a aussi confortée dans l'idée que la diététique gériatrique, c'était quelque chose de tellement différent de la diététique habituelle qu'en fait, ça exigeait une formation tout à fait spécifique. Et c'est pour cela que j'ai participé dès 2011 à la mise sur pied d'une formation spécifique en gériatrie pour les diététiciens. Et c'est une spécialisation qui est relancée tous les 2 ans ou tous les 3 ans depuis 2011. Voilà. D'accord, très bien. Et quelles sont les particularités physiologiques du vieillissement qui induisent une attention particulière de l'alimentation? Alors, moi, j'ai un petit peu envie d'aborder les choses un peu autrement. C'est-à-dire que, en fait, la personne âgée, elle ne devient pas tout d'un coup sarcopénique ou tout d'un coup, elle ne fait pas de l'ostéoporose ou tout d'un coup, elle ne casse pas. En fait, la personne âgée, elle vieillit petit à petit et au cours de son vieillissement, elle va rencontrer des phases qui vont l'amener petit à petit à devenir gériatrique. Et donc au départ, elle est en bonne forme et puis elle va passer par un stade que l'on appelle la fragilité. Mais avant d'arriver à ce stade de fragilité, en fait, elle va connaître un stade de pré-fragilité. Et j'ai un peu envie de parler des 5 indicateurs de la fragilité, qui sont la perte de poids involontaire de plus de 4,5 kg ou plus de 5 kg depuis un an, un épuisement ressenti par le résident ou le patient, une vitesse de marche ralentie, la diminution de la force musculaire et l'augmentation de la sédentarité. Et il faut savoir que parmi ces 5 critères, si la personne en présente 3, elle est déjà en situation de fragilité qui finalement, à relativement moyen terme, va l'amener à une situation polypathologique. Tandis que si la personne ne présente qu'un critère, elle est très fragile et là,
on a une réversibilité qui est possible par le biais notamment de la nutrition. Et c'est vrai qu'à partir du moment où la personne est épuisée, la personne n'a plus de force et a perdu de la masse musculaire, eh bien, elle va quelque part amenuiser peu à peu sa réserve de muscles et donc sa réserve de protéines. Et donc, à partir du moment où on n'a plus de protéines dans le corps, on n'a plus de réserve, on n'a plus de muscles, eh bien, on ne tient plus debout. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on devient dépendant. Et donc, c'est vraiment important finalement d'essayer d'être attentif aux signes de préfragilité, de telle manière que l'on puisse finalement garantir plus d'années confortables de vie et même à la maison. Et on peut aussi ralentir comme ça l'entrée en institution. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors la sarcopénie, ben oui, on vient d'en parler, c'est la perte de masse musculaire qui est très fréquente chez l'aîné, mais que l'on peut quand même contrer, notamment par une alimentation suffisante, notamment par un apport protéique suffisant, puisque en fait la personne âgée, c'est un petit peu comme une vieille chaudière, c'est comme une vieille voiture. Elle a besoin de plus d'essence, plus d'huile, plus d'eau, et pour un rendement qui est moindre. Donc en fait, il faut savoir que la personne âgée, ce qu'elle va consommer, elle va le rentabiliser à hauteur à peu près de 70%, ce qui justifie finalement que cette personne âgée, on lui apporte plus de calories et plus de protéines. Donc on est quand même toujours minimum à 1,2 g jusqu'à 1,5 g par kilo de poids et par jour de protéines chez la personne âgée pour contrer justement ce risque de sarcopénie ou ce risque de perte osseuse et musculaire. Alors, l'ostéoporose, bien oui, on peut en parler et c'est une des conséquences de la ménopause, mais c'est aussi une des conséquences du moins bouger. Et donc, je pense que le mouvement doit rester associé en permanence à une alimentation optimale, chez l'aîné comme chez les plus jeunes, pour justement éviter les effets de cette ostéoporose qui va également, par un apport en vitamine D important et par un apport en calcium important, va également pouvoir être légèrement contré. Alors l'augmentation du poids, moi j'aurais tendance à dire que cette augmentation du poids, elle est souvent antérieure à l'état gériatrique. Parce que quand la personne est gériatrique, en général, elle perd du poids, puisque justement, elle n'a pas les apports suffisants pour contrer le vieillissement quelque part. L'augmentation du poids, il est souvent antérieur à l'état gériatrique, mais il va terriblement invalider et il va faire perdre de l'autonomie. Et donc, à partir du moment où on a une perte d'autonomie, en fait, on présente des facteurs de risque aussi de dénutrition. Voilà, donc j'ai un petit peu envie de parler de ça par rapport au vieillissement. Le vieillissement qui va toucher toutes les fonctions, locomotrices, neurologiques, mitochondriales, cognitives, toutes les fonctions vont être légèrement ou plus fortement altérées. Moi, j'aurais tendance à dire que justement, chez la personne âgée, il ne faut pas attendre d'être vieux pour aller consulter. Et je pense que c'est vraiment important que l'on consulte dès qu'on a l'impression qu'on développe une pathologie pour justement essayer d'y remédier le plus vite possible et ainsi ne pas perdre trop rapidement en autonomie. Voilà. Qu'est-ce que la dénutrition de la personne âgée? Est-ce fréquent et comment l'éviter? Alors, la dénutrition chez la personne âgée, elle est très fréquente pour un tas de raisons, déjà physiologiques, parce que la personne, en avançant en âge, a pour une série de raisons moins envie de manger. Elle a moins d'appétit, alors qu'on l'a vu dans la question précédente, en fait, pour pallier au vieillissement, il faut qu'elle consomme plus de calories et plus de protéines. Elle a régulièrement un dégoût pour les produits carnés.
donc ce qui renforce en fait le problème d'apporter suffisamment de protéines. Et donc, en général, la dénutrition chez la personne âgée, elle est protéino-calorique. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la personne âgée, elle fonctionne comme une vieille chaudière ou comme une vieille voiture. Donc, elle a un mauvais rendement par rapport à ses apports. Elle est aussi tributaire d'un apport en antioxydants suffisant, parce que plus on va vieillir, plus on va être soumis à des réactions oxydatives, et donc pour les contrer, il va falloir consommer plus d'antioxydants. Donc on va vraiment favoriser la consommation de fruits et légumes de couleur. On va aussi favoriser la consommation d'oméga 3 en quantité suffisante. Oméga 3 qui sont quand même aussi des anti-inflammatoires naturels. Hein, or, on sait qu'en vieillissant, comme on dit, quand on a pas mal, on a chatouille. Donc, on a toujours un petit quelque chose qui traîne quelque part. Et donc, c'est vraiment important de prendre suffisamment d'antioxydants au départ de l'alimentation. Le transit intestinal va aussi être un peu perturbé chez la personne âgée, donc c'est vraiment important d'associer un apport en fibres suffisant et une hydratation suffisante, parce que la personne âgée ne ressent plus le besoin de soif, mais du fait du vieillissement de sa fonction rénale, a une difficulté à concentrer les urines. Donc c'est pas pour autant qu'elle ne boit pas, qu'elle ne va pas autant uriner. Et donc, la personne âgée, en plus, il faut savoir quand même que l'eau contenue dans l'organisme est liée à la masse maigre. Or, cette masse maigre va diminuer avec l'âge, et donc la personne âgée va être plus souvent confrontée à des problèmes d'hydratation. La polymédication, fréquemment rencontrée chez les personnes âgées, donc polymédication, on parle de polymédication quand on a une prise de médicaments de plus de 3 médicaments par jour. La polymédication est un grand facteur de risque de dénutrition chez la personne âgée, qui va parfois consommer jusqu'à 8 médicaments par jour, tous pris avec un peu d'eau, et qui vont entraîner des dysfonctionnements majeurs en termes d'appétit, puisqu'on sait que certains sont anorexigènes, certains favorisent la xérostomie, donc la diminution de la sécrétion de la salive, d'autres provoquent des nausées, des vomissements, etc. Donc voilà, c'est un petit peu le topo de la personne âgée par rapport à la dénutrition. Ce qu'on va rencontrer très souvent aussi, c'est des problèmes de mastication et ou de déglutition qui vont engendrer finalement des apports diminués en termes d'alimentation et d'hydratation chez la personne âgée. Pourquoi? Parce que les textures modifiées en général, c'est moins appétissant, mais aussi que quand on présente des troubles de la déglutition, il faut savoir qu'une étude a été menée qui a révélé que plus de 30% des personnes qui souffrent de troubles de déglutition avouent sortir de table en ayant faim et ou soif. Donc, en fait, les besoins ne sont absolument pas couverts en cas de troubles de déglutition ou de mastication. Et donc, ces personnes, finalement, se dénutrissent à plus ou moins long terme. À ça, il faut ajouter tous les problèmes de cognition. Et donc, les personnes qui sont désorientées sont déjà d'emblée des personnes qui présentent un risque de dénutrition, a fortiori si la démence est sévère et si la personne a tendance à déambuler, puisque les personnes qui sont atteintes notamment de maladies d'Alzheimer peuvent déambuler et faire jusqu'à 30 km par jour. Et donc, forcément, ce sont des personnes qui vont terriblement rapidement s'émacier. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire par rapport à la dénutrition de la personne âgée. Dans certaines situations, l'alimentation pour être adaptée doit changer de texture. Quelles sont ces situations et comment sont préparés ces repas? Alors, la personne âgée, elle va être soumise justement à des troubles de mastication, mais si elle ne sait pas soigner les dents pendant
toute son existence. Il faut savoir que la population qui est actuellement institutionnalisée en maison de repos, ce sont des gens qui ont relativement peu pris soin de leurs dents, qui n'ont pas été très souvent chez le dentiste. Ce sont des gens qui sont majoritairement édentés et on sait que dans 70% des cas, ces personnes ont 1 à 4 dents à soigner, en fait. Donc, c'est quand même très, très important. Il faut savoir aussi que pour garder une alimentation variée et suffisante, il faut encore avoir 20 dents en bouche sur les 28 que compte notre bouche. Et donc, c'est vrai qu'on est face à une population qui, globalement, ne compte plus, les gens n'ont plus 20 dents en bouche. Donc, à partir de là, on va modifier son alimentation, c'est-à-dire qu'on va déjà diminuer la quantité d'aliments crus, fruits, légumes crus, on va diminuer les aliments qui sont riches en fibres, on va diminuer aussi la proportion d'aliments qui sont un petit peu plus difficiles à mastiquer, et notamment les viandes. Donc, évidemment, tout concourt à faire en sorte que la personne poursuive sa dénutrition. Quels sont les cas dans lesquels les personnes vont présenter des troubles de déglutition? Essentiellement, bien sûr, les atteintes cognitives majeures, donc maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy, maladie de Parkinson, et les maladies apparentées. Donc, dans ces cas-là, les personnes vont présenter dans 90% des cas, des troubles de déglutition. Donc, ça, c'est excessivement fréquent. On a aussi toute la série des AVC, où là, les troubles de déglutition peuvent être réversibles, puisqu'on peut opérer une rééducation. Mais il faut savoir quand même qu'un dysphagique reste dysphagique, et que donc ce sont quand même des personnes chez qui on va toujours être excessivement vigilant. Voilà. Alors, donc les situations, j'en ai parlé. Comment sont préparés ces repas? Ça dépend un peu. Après, si c'est à la maison, c'est un petit peu avec un mixeur pour bébé. Dans les institutions, maintenant, on a à cœur de dériver le menu du jour dans le menu en texture modifiée. Dans pas mal d'institutions, on utilise maintenant la terminologie universelle IDDSI pour nommer les différentes textures et pour être certain également qu'elles correspondent à des critères bien précis de granulométrie, en lien avec justement ce que les experts ont recommandé. Idéalement, chez les personnes âgées, les textures modifiées doivent être enrichies, parce que souvent on n'arrive pas à mettre sous un même volume la même ration que ce que l'on met en aliments piécés, disons, et pas structurés. Donc voilà comment sont préparés ces repas. Mais je vous dis, on essaye de veiller de plus en plus à une belle prestation hôtelière pour ne pas dégoûter les personnes qui doivent consommer ces aliments en texture modifiée. Enfin, pour finir, quels conseils nutritionnels donneriez-vous à monsieur et madame tout le monde pour être en bonne santé et le plus longtemps possible? Alors, moi j'aurais tendance à dire que déjà c'est important de revenir ou de maintenir un poids de forme. Bon, après on n'est pas à cheval sur le BMI, puisqu'on sait que la personne âgée, on tolère un BMI un peu plus élevé que chez la personne adulte. Donc on peut avoir un BMI qui va jusqu'à 27-28 sans souci, et c'est même plutôt protecteur pour une personne qui va vieillir. Mais moi j'aurais tendance à dire oui, garder un poids de forme, continuer à bouger, c'est vraiment important, éviter la polymédication. Il y a un tas de pathologies dans lesquelles finalement une alimentation adaptée va permettre de réduire la médication. Ça, c'est vraiment très très important. Mais avoir quand même toujours un œil sur sa santé, parce qu'on le sait, en vieillissant, mais on va être soumis à différentes pathologies, et notamment certains cancers, certaines maladies du cœur. Et donc, c'est vraiment important de continuer à avoir des contacts réguliers avec un médecin, c'est vraiment important. Pour les hommes, attention au cancer du côlon, et donc pour ça, mais vraiment avoir une alimentation la plus optimale possible, avec des fibres, avec
pas trop de viande, avec également une bonne hydratation, mais qui passe ni par les sodas, ni par les boissons alcoolisées. Je pense que c'est vraiment très très important. Chez la femme, le cancer du sein reste un des cancers les plus présents. Et donc là aussi, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut favoriser vraiment une alimentation méditerranéenne, mais avec pas trop de vin, hein, donc basée sur des fruits, des légumes de couleur, plutôt des fromages, des petits crustacés, des petits poissons, plutôt que de la viande. Très très peu d'alimentation transformée, on le sait, ça contient un tas de choses qui sont finalement très nuisibles pour la santé. J'aurais tendance à dire le plus bio, le plus local possible, le plus de saison possible, et puis surtout vivre, quoi, profiter de tous les petits moments, bouger autant qu'on peut, ne fût-ce que la marche, hein, c'est quand même un sport qui est reconnu comme celui qu'on fera jusqu'au bout. Donc rester debout en fait, parce qu'à partir du moment où on commence à passer trop de temps assis, eh bien, c'est déjà une forme de déclin en fait. Donc voilà, moi c'est un petit peu ça que j'aurais tendance à dire. Pas trop se prendre la tête, mais rester en forme. Voilà. Merci beaucoup et merci pour votre temps et on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, à vous aussi.